C'est quoi un non-conformiste ? C'est un rebelle qui a dépassé sa phase de rébellion. On lance un groupe qui s'appelle The Non-Conformist Network. On est rentré dans les 2-3 agences indépendantes françaises. Et donc j'étais à un moment où moi-même, personnellement, je me disais, tiens, faut passer un step et on va aller trouver des gens qui ont envie de créer. Si vous me dites que c'est ceux dont je pense, les posts que j'ai vus là il y a quelques temps et tout, et que c'est vous qui êtes derrière, je trouve ça... Non, non. Le social, en réalité, aujourd'hui, il est devenu quand même un peu triste, quoi. C'est un des constats qui nous a mené en fait à lancer Kids Again. Et en fait, ça me rend hyper triste de voir des marques arriver sur mon terrain, moi en tant que consommateur de contenu, avec des discours qui sont pas les discours de ces réseaux. On a l'impression que c'est comme ça en fait aujourd'hui que les marques devraient s'exprimer. Reprenez ces yeux d'enfant en fait, revenez dans ce truc-là qui est allez on y va, on va faire des trucs cool. Et franchement, pour le coup, quand on y croit, quand on est honnête et qu'on va au bout de la démarche et de l'aventure, les gens suivent. Et c'est ça qu'on a envie de dire avec Kids Again. On est passé avec un camion chance, posé devant l'Assemblée nationale et qui disait « François, il est peut-être temps de trouver un job qui vous aime en retour ». Et le truc devient un ovni. C'est vraiment devient cette campagne qui fait beaucoup parler d'elle. Et quelques mois après, nous fait gagner la Coupe du Monde, quoi. En orbite. S'élever et apprendre pour faire la différence. Bienvenue dans ce nouvel épisode de En orbite, le podcast de OVNI Media, le podcast pour prendre du recul, s'élever et discuter de ce qui fait vraiment la différence. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce que j'ai pas un, deux, mais trois invités autour de la table. 3 créatifs, 3 entrepreneurs, 3 profils qui incarnent une même idée. Celle qu'on peut se rassembler sans se fondre, grandir sans se perdre et libérer la com des conformistes. Laurent Alias, fondateur de Josiane, l'agence indépendante primée à Cannes. Salut Laurent. Salut. Fabienne Fiorucci Fouy et Damien Fouy viennent ensemble nous parler d'un projet ambitieux et dont vous allez m'expliquer les tenants et les aboutissants. Merci d'être venus tous les trois. Merci à toi. Laurent, tu le sais peut-être, mais je viens du monde de la communication. J'ai fait 3 ans là-dedans avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc c'est vraiment un kiff d'avoir 3 créatifs comme ça. La première question que je pose à tous les invités, et donc vous n'allez pas déroger à la règle, c'est comment est-ce que vous vous présenteriez si vous sortez de votre corps à la 3e personne. Et en l'occurrence, ce que je propose, c'est que tous les deux, donc, vous êtes mariés, donc vous pouvez faire la chose pour l'autre personne. Ça peut être très cool. Wow. Ah ouais. Donc Ça peut être on sympa. va peut-être pas être marié très longtemps. Je t'en prie, tu peux y aller. Écoute, j'ai beaucoup travaillé avec Fabienne et je pense que Fabienne, c'est une personne qui est très solaire, qui a une capacité de fédérer les gens et en fait de créer une forme d'optimisme qui te donne la possibilité de tout faire. Et ça, en fait, c'est fondamental, je pense, surtout quand on est dans la com, tu connais. À un moment, la capacité d'imaginer des possibles qui n'existent pas, c'est vraiment ce qui est clé. Et Fabienne, c'est ce qu'elle incarne à mes yeux, bien évidemment, avec une approche très créative de la chose. Laurent, Waouh. à toi. Sur toi-même. moi-même ou sur eux? Non, sur toi-même. On peut se croiser. Ouais. Moi, je dirais que je suis une sorte de boule d'énergie qui a réussi à se canaliser avec le temps. Je suis un hyperactif. C'est un hyperactif, donc, s'il faut parler à la 3e personne. C'est très Alain Delon. Et qui a, je pense, cette force de, oui, un peu comme tu viens de dire sur Fabienne, d'arriver à fédérer et à mettre en mouvement. Et mettre en mouvement, c'est très physique, en fait. C'est, le plus dur, c'est le départ. C'est la différence entre coefficient de frottement dynamique et statique. Une fois que c'est lancé, c'est plus facile. Mais lancer et se dire on va lancer, ça, c'est plus difficile. Je t'en prie. Alors Damien, moi je dirais c'est un fou, il est complètement fou. Ah oui. C'est un fou. Pourquoi ? Parce que se dire qu'en 2025, alors que des agences ferment, que tout le monde parle d'IA comme quelque chose qui va remplacer nos métiers, il lance une boîte avec sa femme alors qu'ils sont jeunes parents, il n'y a rien qui va. Et s'il y a une personne qui peut y arriver, c'est bien lui, parce que c'est un énorme courageux avec une force qui peut déplacer des montagnes. Donc voilà. Magnifique. Wow. Ça, vous n'êtes pas à ça de divorcer quand même. Pas mal. Non, franchement, merci. Avant de commencer, de parler de vos sujets, etc., on va revenir un peu sur chacun vos parcours. En l'occurrence, on parlait de fédérer. Laurent, c'est un peu ton rôle. On va commencer par toi. Donc, tu es ingénieur de formation, si je ne me trompe pas. Ça arrive au meilleur. Pourtant, tu as choisi la pub. Comment est-ce que tu as opéré cette bascule vers le monde de la création? Qu'est-ce que tu as fait un peu dans ton parcours? Ça s'est fait vraiment par hasard, mais ça s'est fait aussi à un moment où il fallait voir le truc. Et en fait, moi, j'ai suivi et j'ai été très conformiste jusqu'à peut-être mes 23-24 ans. Je pense qu'on va parler de conformisme et de non-conformisme, mais
où tu suis un peu la voie royale, t'es bon en maths, t'es bon en physique, tu vas faire première S, donc puis t'es bon encore, donc tu vas faire prépa, et puis t'es bon encore, donc j'ai fait Centrale, qui est une école d'ingénieur, et donc j'aurais dû être dans le pétrole ou dans l'énergie ou à dimensionner des poutres ou des ailes d'avion. Et à un moment, c'est le voyage qui m'a ouvert l'esprit, beaucoup en Asie notamment. Et je me suis dit non, il me faut quelque chose de plus sociétal, qui ouvre beaucoup plus l'esprit. L'ingénieur, il y a un côté très, ça. Et en fait, je voulais un truc qui ouvre complètement. Et ça s'est fait par hasard parce que j'avais un stage de fin d'études en CDI et on était en 2008, 2009. Et là, la crise est tombée. J'ai plus mon CDI. Alors que mince, j'avais acheté la voiture. T'étais en CDI dans quoi ? Dans le pétrole, donc okay. Vraiment le truc d'ingénieur, quoi. Et là, j'ai dit non, en fait, je fais le coup de pied dans le cul que j'ai pris avec ça. En fait, je l'ai transformé en quelque chose de positif en me disant mais non, c'est pas ce que je veux en vrai. Et je suis arrivé dans la com comme ça. J'ai trouvé un stage dans une agence et puis après, j'ai tout de suite créé mon agence, une agence digitale. Puis Josiane 6 ans après. T'es passé par quoi comme stage ? Une agence luxe qui n'existe plus trop, qui s'appelle Reflex Group. Et je travaillais pour des marques de luxe pendant 6 mois. C'était hyper intéressant. On était une centaine dans le premier arrondissement. Et voilà, et ça s'est fait. Et en plus, la petite histoire, c'est que c'est mon meilleur pote qui avait en fait 2 stages, vu que moi, j'avais plus de stage, qui m'a refilé ce stage. et lui, il a pris un autre. Et donc, vraiment, c'est que du hasard et peut-être avoir voir le truc et dire ouais, je vais là parce qu'en vrai c'est ce que j'ai au fond de moi, quoi. Petite pause dans votre épisode pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et à regarder En Orbite, ça me fait super plaisir, mais vous êtes aussi beaucoup à ne pas interagir sur les épisodes et sachez que c'est la meilleure manière de me soutenir dans mon travail. Donc si jamais vous pouvez lâcher un petit like, commenter ou partager, vous abonner sur YouTube, etc. Et sur les plateformes d'écoute, vous pouvez lâcher un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir et c'est la meilleure manière de me soutenir. Donc voilà, merci beaucoup, je vous laisse avec votre épisode, il est super intéressant. À bientôt. Fabienne, toi aussi, tu as travaillé dans la com avant de faire de l'entrepreneuriat ou quoi. Je vais le faire à la française, donc tu as travaillé chez YNR. Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience-là que tu voudrais potentiellement pas reproduire? Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment tu y es arrivé, bien sûr. Comment ça se passait, etc. YNR, comme dit, c'est Young et Rubicam, donc ça s'appelle plus comme ça aujourd'hui. En fait, c'est une agence mythique qui d'ailleurs, alors c'est très drôle, moi j'ai connu Young et Rubicam avant même de travailler dans la pub, parce que si vous le savez pas, c'est l'agence dans 99 francs, donc ce bouquin de base de Bec BD. Bref, et en fait, il y a un truc vraiment mythique dans cette boîte. Donc ça a été mon premier stage. Moi, je rentre là-dedans, j'ai jamais fait de pub de ma vie, jamais fait de création comme ça. Et en fait, super, il y a des super créatifs, des directeurs de création qui sont vraiment très forts. Et moi, j'étais très jeune, donc on m'avait dit ceux qui réussiront dans la pub, c'est la première lumière allumée le matin, la dernière lumière allumée le soir. Et moi, j'avais pris ça au pied de la lettre. Donc ça veut dire que je partais pas tant que j'en partais pas. Je bossais comme une ouf. Jusqu'au jour où, en fait, mais quand t'es stagiaire, tu sais, tu fais souvent les petits trucs, mais c'est normal, hein, t'apprends. Donc moi, j'étais conceptrice-rédactrice, donc c'était vraiment les body copy, les machins, et tu grattes, t'essayes d'aller au-dessus et tout. J'avais des DC qui étaient vraiment super, qui m'accompagnaient beaucoup. Et un jour, branle-bas de combat dans l'agence, il y a un sujet hyper important pour l'agence qui est, je sais plus si c'est sécurité routière ou prévention routière, donc c'était il y a à peu près 15 ans, donc ne m'en voulez pas. Mais bref, un sujet de compétition qui est très important et il n'est pas craqué par les gens de l'agence. Donc là, il se retourne vers les stagiaires, la veille, à 18h le soir, le pitch était le lendemain, vers tous les stagiaires, ils disent bon, c'est votre chance, c'est maintenant ou jamais. Celui qui nous trouve l'idée, c'est bon, sa carrière elle est faite. Donc vous imaginez, moi qui entends ça, je taffe, 18h je prends le brief avec mon team et on bosse comme des oufs, les minutes, les heures passent. Il est 4h du matin, on est toujours à l'agence. Mais on lâche pas l'affaire tant qu'on n'a pas un truc dont on est content. On rentre chez nous vers 5h, je pense, juste pour prendre une douche. On revient à 8h du matin, tapante, on est devant la porte du gros DC, et il nous dit « J'ai pas le temps de vous écouter ». Waouh! Donc là, en fait, je pense que du haut... Non, mais voilà, première expérience, là, j'ai pas compris. Et je pense que c'est ce moment-là où je me suis réveillée intérieurement. J'ai fait, non, il est hors de question, en fait, je bougerai pas. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont écoutés un peu plus tard. Et évidemment que c'était pas une idée qu'ils allaient porter direct en presse, c'est une idée... Mais j'ai pu avoir un bon débrief et tout. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, un jour, je serai manager, un jour, je serai directrice de création moi aussi, et je ferai jamais ça.
C'est vraiment, ça m'a dicté. Je me suis dit, en fait, je pense qu'on peut travailler bien intelligemment, construire les gens, construire des créatifs, parce qu'au-delà de construire des idées, on construit des créatifs aussi. Et c'est dans ces moments-là où je me suis dit, le jour où je serai directrice de création, je me rappellerai de cette petite Fabienne qui allumait la lumière le matin et qui l'éteignait le soir. Il y a une autre façon de créer. Et c'est un peu le chemin qui m'a dicté ensuite dans mon management. Putain, mais c'est magnifique. Attends, j'ai pris que des storytellers là autour de la table. Je vais me régaler moi pendant une heure. Il raconte si T'en bien. as pas mal. Justement, je vais le lancer. La pression. Justement, je vais le lancer. T'as Pas qu'il commencé. bégaye, là. T'as commencé dans des grands groupes. Ouais. En l'occurrence, je me suis noté Marcel TBWA. Ouais. C'est quoi le moment pour toi où tu t'es dit la pub, je veux la faire autrement? En fait, c'est assez intéressant parce que moi, quand j'ai intégré ces groupes-là, je les connaissais pas. Tu vois, pour moi, j'arrivais dans le milieu de la pub. Moi, je viens d'Angers. Je connais rien en fait à ABC, TB, W, Y, NR. Enfin, tu sais, t'as remarqué, c'est que des acronymes hyper compliqués. Ils sont tous morts. Mais ils nous ont laissé ce lourd héritage de fusion, d'acquisition sur fusion, acquisition avec des noms qui sont imprononçables. Qui me font bégayer, Ouais, moi, je comprenais rien. Et en fait, j'arrive là-dedans et en fait, j'ai toujours eu énormément de chance dans mes histoires pro. Et rétrospectivement, c'est vrai que quand je la regarde, je me dis je suis toujours très bien tombé. Donc est-ce que en vrai je suis très bien tombé ou est-ce que j'ai créé inconsciemment ces trucs-là? Mais en fait, moi, mon premier déclic a été de me dire il y a des gens vraiment brillants et j'ai de la chance de pouvoir les côtoyer. Et en fait, en étant un peu, je pense, comme Fabienne, tu vois, attaché à cette notion de se dire il faut vraiment y aller, il faut se donner. On est 40 dans la pièce stagiaire, il y en a qu'un ou deux qui vont y arriver, il faut y aller, il faut se donner. Et on l'a fait et c'était assez fou. Sauf qu'en fait, effectivement, on se rendait compte que ce truc-là ne suffisait pas. On est arrivé sur le marché du travail, crise économique 2008-2010. En fait, on se donnait réellement. On avait des directeurs de création qui nous disaient mais vous ne pouvez pas faire plus. Et en fait, on n'avait pas de job. On n'avait pas de job. Donc, c'était hyper galère. À un moment, je me rappelle, on s'est même dit bon, bah, là, de toute façon, dans une semaine, il n'y a plus de blé sur le compte. Moi, je repars à Angers. Ciao, c'est fini pour moi. Le rêve est terminé, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, histoire de ouf, 2 jours plus tard, j'ai mon directeur de création TB qui m'appelle, qui me fait ok, vous venez en team avec Vincent, vous commencez lundi, on vous a géré un poste. Nous, on était mais comme des fous. J'appelle mon rédac de l'époque, je fais mec, t'es pas prêt? On va commencer lundi, ils nous ont embauchés. Et là, il me fait bah, gars, j'ai accepté un CDD hier en solo, je peux pas venir avec toi. Et donc, le lundi, je suis arrivé avec Fabienne qui était entre 2 jobs. Et j'ai dit à mes DC, je fais bon, c'est pas Vincent, c'est Fabienne, on commence. Et en fait, c'était une super belle façon de commencer. Et en même temps, du coup, premier job, de nous rendre compte que finalement, ces super belles structures qui nous faisaient rêver, où on s'est tant battu pour avoir un poste, bah, elles avaient vachement de mal à faire émerger ce qui commençait à l'époque à devenir une réalité, qui était le social. Facebook, des choses un peu digitales. Aujourd'hui, ça paraît hyper, on va dire, d'usage courant, en réalité, de parler de réseaux sociaux. En fait, à l'époque, ça n'existait quasiment pas. Et en fait, dans des agences comme ça, on commençait à en entendre parler, mais nous, on baignait dedans. Et on avait réellement envie d'y aller. C'est dans les jeunes pousses que c'est venu, quoi. Bah, c'est ça. Nous, on s'est rendu compte, en fait, que se battre en interne ne permettait pas nécessairement de faire émerger des idées. Et donc, à un moment, on s'est dit, écoute, on va partir. Notre fin de CDD est arrivée aussi. Et on a trouvé une opportunité incroyable dans une autre boîte qui nous a permis, du coup, pendant 7-8 ans respectivement, on travaillait en binôme, de passer de 5 à 150 et d'une boîte qui était inconnue au bataillon à une des plus grosses agences de pub parisienne aujourd'hui. C'était le nom de cette boîte-là? Elle s'appelle Monks. À l'époque, elle ouais. s'appelait Derwin. Elle a été effectivement, elle est devenue Media Monks et ensuite, aujourd'hui, c'est Monks. Et bon, parce que j'ai amorcé la chose en introduction, à quel moment de votre vie respective vous vous êtes mis ensemble, mariés, etc. Ou c'est arrivé plus tard? En fait, je pense que si chacun se regarde un peu son parcours, généralement, les gens sont un peu offusqués, limite disent mais comment c'est possible que vous soyez mariés, que vous bossiez ensemble? C'est pas possible. On dit pas ça à des boulangers qui montent leur boulangerie ensemble. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile, mais pour des publicitaires, c'est toujours un peu genre waouh. Et nous, en fait, comme tout le monde nous disait ça dès le début, quand on s'est rencontrés et on s'est mis ensemble à l'école, à Sub de Pub. Donc dès le début, on s'est dit oh là là, toi t'es DA, je suis CR, mais jamais on travaillera ensemble. Ah, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Et je pense que dès ce moment-là, je pense que le non-conformisme est arrivé parce qu'en fait, au lieu de se dire bah voilà, c'est comme ça, il faut pas, c'est pas bien. Et ben en fait, quand on a eu l'opportunité de se mettre ensemble via l'anecdote qu'a raconté Damien, c'était BWA qui l'a appelé pour l'embaucher. Et en fait, son binôme n'était plus dispo, donc c'est moi qui suis allée à la place. C'est là où on s'est dit bah contraint forcé. On teste de bosser ensemble. Après, je dis pas toute la vérité parce qu'on bossait quand même un petit peu sans le vouloir. je pense que c'est un peu la magie de se dire t'es pas attaché à une personne professionnellement, mais quand on rentrait le soir, quand ça nous arrivait de rentrer du coup, par rapport à ton anecdote, c'est là où en fait on arrivait à craquer des choses ensemble sur nos sujets respectifs.
Et donc en fait, je pense que si on n'avait pas eu cette opportunité, je sais peut-être même pas, peut-être qu'on aurait été raisonnable et on serait resté conformiste, mais je pense qu'à un moment, la réalité parfois te rattrape et t'as pas trop le choix que de sauter et d'y aller, et je pense que c'est parfois la meilleure décision que tu peux prendre. Laurent, donc tu as créé Josiane de ton côté, l'agence non conformiste. Comment ça t'est venu, toi, cette volonté de créer ton agence, cette idée du non-conformisme, elle te vient d'où? Comment est-ce que tu t'es dit, ok, ça c'est un truc que j'ai dans ma vie, etc., que je vois un petit peu, mais je veux l'ancrer dans l'ADN de la boîte? Alors, bon, il y a 3 questions. Donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai créé une première agence digitale, j'ai revendu à 29 ans. Et à 29 ans, c'est une rencontre avec Baptiste, qui est le fils de Josiane en vrai, avec qui on a fait un bon bout de chemin ensemble pendant 6 ans. Et Josiane, c'était la maman des marques. Donc, on a pris, ma mère s'appelle Claire, l'agence Claire, ça marchait moins bien, Josiane, c'était mieux. Okay. Donc, on a fait ce bout de chemin pendant 6 ans. J'ai racheté ses parts il y a 5 ans, 6 ans maintenant. Et puis, et Josiane a grandi vraiment. Voilà, on est toujours indépendant. Ça s'est construit, ce que j'appelle à force du poignet. Tu vois, couche après couche, campagne après campagne. Et puis, chaque année, les 2-3 campagnes de l'année étaient meilleures que les 5 ou 10 années d'avant. Donc, on progressait. Et puis après, le non-conformisme, il est arrivé au bout d'un travail, au bout de 10 ans en vrai. Donc c'était l'année dernière. Ça faisait quasiment 1 an qu'on essayait de chercher le truc qui nous définit, qui nous... tu vois, on parle souvent des cordonniers les plus mal chaussés ou des boulangers, c'est un peu pareil. Il y a les positionnements d'agence, c'est souvent assez bullshit, c'est souvent assez... Tu vois, et on cherchait un truc qui vraiment... Tu sais, c'est comme quand tu mets ta peau sur la table, tu vois, c'est toi. Et... en plus de ça, on cherchait quelque chose qui nous dépasse et qui amène une grille de lecture, une sorte de contrat culturel envers même la société. Et ça, et y en a, pour moi, il n'y en a qu'un seul qui a réussi il y a 30 ans, il s'appelle Jean-Marie Dru, et ça a donné BDDP et TB Louvéa, là où ils se sont connus. Donc c'est drôle, c'est qu'une réinvention et tout n'est que réinvention. Et le non-conformisme, en fait, c'est un boulot d'équipe. C'est à la fois chez Josiane, les planeurs, les créatifs, tout le monde, c'est un peu essayer de chercher ce truc-là. Voilà, c'est quoi le truc qui est au fond de nous? Et un jour, il y a eu un vrai déclic. C'est une planeuse qui avait mis une slide pour une reco. Il y avait écrit « Lorsque tu hésites entre 2 voies, choisis toujours la 3e ». Et là, j'ai bugué, je dis « Mais c'est exactement ça ». Alors depuis, on l'a fait beaucoup évoluer, etc. Mais le non-conformisme, c'est un peu ça. C'est cette 3e voie, c'est quand je nais, j'imite mes parents, ensuite je me rebelle, je suis adolescent, et ensuite je m'émancipe et je deviens moi-même. Et en fait, c'est ça le boulot qu'on fait pour les marques. C'est émanciper les marques pour qu'elles aillent chercher ce qui est au fond d'elles, pour qu'elles soient réellement elles-mêmes. Et ça, c'est vrai pour elles, c'est vrai pour tout à chacun, mais si ça pouvait être vrai aussi pour la société, ça serait cool en vrai. Parce que là, il y a une vraie quête de sens et de recherche de... On est, surtout en ce moment, on est qui, on est où, on va où, quoi. Et donc ce truc-là, et puis en plus s'affranchir des conformismes, un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à, ok, j'ai cassé cette ligne de continuité, ce confort que j'avais parce que j'étais bon en maths, machin et tout, et j'ai fait ça, et donc j'ai suivi le flux en fait. Et à un moment, il faut prendre de la hauteur, décadrer et se dire, ok, comment je casse ça pour amener quelque chose de nouveau, mais qui est moi. Voilà. Et le non-conformisme, c'est devenu une sorte de méthodo. Soyons lucides, soyons ambitieux, soyons originaux. C'est je regarde réellement les choses telles qu'elles sont, comment je suis perçu, comment le monde est. Vouloir mieux, c'est l'ambition. Donc c'est se dire, ouais, on veut mieux pour moi, pour cette marque, pour le monde, et le faire à sa façon. Parce que on est singulier et la façon de faire, elle va aussi laisser la trace qui va faire que c'est moi, quoi, et pas quelqu'un d'autre. Avant de partir sur la suite avec Josiane, tu as soulevé un point important, c'est que tu es encore indépendant. En l'occurrence, tous les deux, vous êtes passés par 2 boîtes qui ont énormément grossi. C'est quoi comment est-ce que vous avez vécu ce passage d'une boîte potentiellement un peu plus petite à grossir, tout en parlant de ce qu'on disait tout à l'heure, comment rester créatif alors même qu'il y a 1 milliard de créatifs et que tout le monde se tire un peu dans les pattes potentiellement pour avoir la meilleure idée? Alors,
En fait, par rapport à la boîte dans laquelle on était, qui a énormément grossi au moment où on y était, ce qui est intéressant de voir, de faire un parallèle, c'est que nous, de notre côté, on est passé de créatif en team à associate creative director, à directeur de création de la boîte et membre du CODIR, etc. Donc, en même temps que la boîte grossissait, nous, on grandissait. Donc, il y a eu un peu cet accompagnement qui s'est fait. Et c'est vrai qu'on a pu voir, c'est assez logique dans des boîtes qui grossissent comme ça, parfois des crises de croissance, on se regarde des budgets qui rentrent, c'est super, on a gagné une compétition, mais comment on fait pour transformer, comment on fait pour embarquer les équipes et garder surtout un ADN fort. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment réussi à faire parce que c'est ce qui fait la boîte, ce qui fait que les gens aiment venir et ce qui fait que les gens se défonceront aussi pour gagner des budgets ensemble et tout. Et je pense que c'est ça qui était important. Faire grossir la boîte, nous faire grandir nous aussi et en même temps faire en sorte que culturellement et l'ADN de boîte reste. Donc ça, c'est un truc qui pour moi a été un vrai marqueur. Je pense que la vision que tu as au départ, elle doit être extrêmement forte parce que finalement, quand tu grandis et quand finalement tu évolues, parce que c'est même pas que grandir, tu peux grandir différemment et c'est pas que verticalement, tu as des crises de croissance tout le temps. En fait, il y a des plafonds de verre tout le temps. Tu as la crise où tu dépasses 10 salariés, puis 30, 50, 100. Tu as des typologies de clients qui sont différentes, etc. Donc, en fait, tout change perpétuellement. Ce qui ne change pas, ce qui ne doit pas changer, ce que disait Fabienne, c'est ce qui vraiment agrège les gens. Et je sais que un des piliers, en tout cas qui nous est la base de nos convictions, c'est l'adaptabilité. C'est le fait d'être très agile. Tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui, des créatifs sur le marché, il y en a plein. À l'heure où on se parle, il y a je ne sais pas combien de centaines de milliers de cerveaux qui planchent sur les mêmes problématiques. Là, tout le monde essaie de craquer un nouveau format, tout le monde essaie de craquer telle problématique, tout le monde a une idée, etc. Donc c'est aussi, et souvent, le premier qui l'a et qui est capable de la sortir, qui aura la primeur justement de cette créativité-là. Donc en fait, il faut être capable d'être très réactif et il faut mettre cette créativité et cette adaptabilité au service des marques. Voilà, c'est clé. C'est ce qui vous a servi pour faire ça, c'est votre expérience, le fait de partir de en bas, entre guillemets, à gravir les échelons et accompagner les gens à des postes où vous étiez vous avant aussi. Je pense que nous, il y a un truc, on vient du social. Donc nous, l'agence d'Erwin qui est devenue Monks, c'est une agence de base de social media. Donc on est très proche d'un côté des gens. Parce que en fait, quand tu postes du contenu, tu appuies sur entrée, en fait, tu as instantanément des réactions. Ouais. Donc on est très proche de ça. Et donc on est de l'autre côté, effectivement, comme tu l'as dit, on a grandi. Donc on est resté, je pense, avec cette philosophie tu vois, de user. On a grandi, on a été capable, je pense, de comprendre des problématiques market très complexes, des problématiques business très complexes, et du coup de toujours garder en miroir les deux. Donc la complexité d'une marque qui doit aussi, tu sais, intellectualiser beaucoup, il y a beaucoup de tables, de discussions, etc., etc. Mais de l'autre côté, à la fin, tu as une proximité avec les gens, avec les audiences, avec les usages, qui est vraiment extrêmement proche. Donc on se positionne, on s'est toujours positionné entre les deux. Toi qui as fait le choix de rester indépendant, comment tu vois cette évolution dans beaucoup d'agences, de se dire ok, on va courir entre guillemets après la taille, avoir de plus en plus de personnes et pour rester compétitif face à ces agences-là? Je pense qu'il y a des seuils. Et il y a des seuils qui font que, à partir desquels ça devient de plus en plus compliqué. Et la culture, c'est le ciment. Ça, c'est vraiment notre point de départ. La culture, c'est le ciment. Il y a un planeur anglais qui disait Culture is strategy for breakfast. La culture ne fait qu'une bouchée de la stratégie. Et si tu n'as pas ça, et ça, c'est le boulot des patrons, en fait, d'un patron, d'arriver à poser avec ses équipes ça, mais que ça vienne de partout, tu vois, de travailler la culture. Ouais. Quoi. Travailler la culture. Ça, c'est vraiment hyper important. Et nous, on a fait ce choix chez Josiane, et même là, le move qu'on est en train de faire avec le groupe, avec la création de Non-Conformist Network, c'est un peu cette même logique de se dire, non, il ne faut pas qu'on grossisse trop, mais il faut qu'on gagne en surface, il faut qu'on gagne en densité, il faut qu'on soit meilleur, en fait, le plus global possible, parce que tu as deux options dans le monde, hein, que ce soit une personne ou une boîte. Soit tu es le spécialiste d'un truc et tu es hyper pointu et tu es, voilà, je sais faire des écrous de 10 et en acier métal et je sais faire que ça. Ou soit tu sais construire des avions. Donc, tu dois devenir le meilleur spécialiste ou un généraliste qui a une vue d'ensemble et la plus belle vue d'ensemble possible. Et Josiane, c'est une agence de pub, c'est une agence créative. Mais
on nous appelait pas pour du social. On gère du social parce qu'on a du 360 degrés, ce qu'on appelle le 360 degrés. C'est-à-dire qu'on nous appelle pour relancer des marques, pour repositionner des marques et ensuite créer l'écosystème, travailler l'écosystème. Mais en vrai, il y a plein de points de contact, il y a plein de façons de prendre les marques qu'on n'avait pas. Et pareil avec le média. On le ressent de plus en plus, cette convergence création et médias. En gros, ce qu'on met dans les tuyaux et le tuyau lui-même, ça devient de plus en plus une hérésie de le séparer. Il y a 30 ans, la loi Sapin a séparé la créa et le média. Maintenant, il faut refaire converger. Et là, il y a une vraie tendance avec la démultiplication des points de contact, la complexité, l'IA, une certaine guerre de l'attention, etc. Il faut recréer de la convergence, de la simplification pour redevenir un peu plus pragmatique, quoi, parce que c'est le bordel, quoi, en gros. Donc c'est ça qu'on est en train de faire avec ça. C'est-à-dire, on se dit, on sera plus fort ensemble, on sera plus fort à plusieurs. Il y a des gens comme vous qui avaient à nous apporter et à qui on a à apporter. On peut les aider à grandir, on peut les aider à se lancer et à se développer à différentes étapes. Et nous, aller chercher aussi ce qu'ils ont au fond d'eux, entre guillemets, qui va apporter quelque chose d'hyper intéressant. Et donc, ce faire groupe, moi, j'aime pas les notions de holding, de machin, de groupe et tout, ça me fait chier. Mais en fait, on est plus en train de faire une coopérative ou un collectif, de se dire, bah oui, ensemble, avec ces 3-4 briques là, bah, on va être beaucoup plus fort parce qu'on aura une façon d'appréhender les sujets qui sera diverse et donc plus riche. Justement, tu me fais une belle transition. Je pense que c'est le moment un peu de parler de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous êtes en train de créer, pour que les gens aussi comprennent bien. Donc vous êtes en train de vous associer, c'est pour ça que vous êtes là tous les trois ensemble. C'est pas juste pour le plaisir d'avoir trois créatifs. Laurent, est-ce que tu peux me parler un peu du projet, de comment ça va s'articuler? Vous deux, vous me parlerez de Kids Again, donc qui sera votre projet. Comment est-ce que ça s'est venu sur la table, ce que vous voulez faire avec? C'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on avait plusieurs options avec Josiane, on arrive à une 40aine de personnes en France, une petite quinzaine sur l'international, et en gros on avait plusieurs options. On aurait pu se faire racheter, on aurait pu dire ok on continue de grossir, on aurait pu rester là où on est, on avait plein de possibilités, et on s'est dit, je trouve, et le non-conformisme il est là, c'est comment on contourne tout ça, ce que fait tout le monde. Aujourd'hui tout le monde rachète, quoi. Les agences, elles se rachètent entre elles, etc. Et en fait, on s'est dit, le point de départ qu'est la création est beaucoup plus fort que de se dire, ah bah tiens, je vais prendre un truc qui existe et je vais en prendre un autre, puis je vais essayer ce qu'on appelle les processus d'intégration. Et puis là, tu as 30 personnes, là tu en as 100, et puis tu essayes de faire. Et puis des fois ça marche, mais des fois ça ne marche pas. Ouais. Et souvent, pour celui qui se fait racheter, c'est un peu une fin en soi, entre guillemets. Là, on s'est dit, c'est beaucoup plus fort. Je ne dis pas que je ne crois pas au rachat ou à une revente, c'est pas ça. C'est au moment où on est, et moi je suis un entrepreneur, j'arrivais aussi à un moment où j'avais bien structuré Josiane, j'ai recruté une DG qui s'appelle Virginie Mathias, qui cartonne, l'agence elle a gagné un Lion d'Or, ça se développe bien, etc. On est rentré dans les 2-3 agences indépendantes françaises. Et donc j'étais à un moment où moi-même, personnellement, je me disais, tiens, il faut passer un step. Et on va aller trouver des gens qui ont envie de créer, qui sont arrivés à un moment de leur vie où ils se disent c'est une évidence j'ai envie de mettre ma peau aussi sur la table et j'ai envie de lancer mon truc, mais j'ai pas envie forcément de le faire seul parce que le marché il est difficile, il faut être lucide là-dessus. Et ensemble, on va arriver à faire un truc qui est 1 + 1 égale plus que 2, quoi. Et aujourd'hui, on le voit avec certains grands groupes qui font de la consolidation financière, 1 + 1 égale 3 n'existe plus, et c'est même plus 1 + 1 égale 2, c'est plutôt 1 + 1 égale 1,8. Et on les voit même où ils fusionnent pour enlever 30% faire 30% de savings et en gros virer du monde. Donc ils prennent le marché, ils prennent la création de valeur par le bas. Nous on s'est dit, il faut qu'on le prenne par le haut. On le prend par, ok, comment on peut créer plus de valeur en impliquant des gens qui ont cette intelligence collective, qui ont envie de jouer collectif, et faire groupe comme ça. Et donc là on lance donc Josiane reste Josiane, c'est la première agence du groupe d'une certaine façon qui a 11 ans,
Et on lance un groupe qui s'appelle The Non-Conformist Network. On fait remonter le non-conformisme qu'on trouve, qui est très puissant au final, parce qu'il est sociétal, parce qu'il nous dépasse et parce que c'est nous. Et on trouve des gens qui sont aussi non-conformistes et qui qui partagent cette culture. Et ça devient notre ciment culturel entre différentes agences qu'on crée. Et la première d'entre elles, c'est Kids Again avec Fabienne et Damien, donc là sur le social média, influence, activation. Je vais les laisser raconter, ils seront bien meilleurs que moi. Et puis ensuite, mais en même temps, en vrai, c'est une agence média. Parce que cette convergence créa, média, social, là, il faut vraiment la travailler pour être le plus fin possible, le plus juste possible, à la fois dans le fond et dans la forme, et dans les tuyaux, et dans la data, etc. Et puis après, une agence brand qui va vraiment travailler sur la marque plus en amont. Donc ça fait un peu comme les 4 piliers d'une chaise sur lesquels on a des fondations et on lance ça là. On est très fiers parce que c'est aussi un move pour moi qui était plutôt dans un move entrepreneurial où je crée une deuxième agence. Là, je rentre dans une autre dynamique entrepreneuriale et une autre façon de voir les choses. C'est-à-dire, c'est pas seulement je crée, c'est j'aide à créer, j'accompagne et je crée un collectif pour qu'ensemble on soit plus fort ensemble. Carrément. Donc Kids Again, ça c'est votre petit bébé à tous les deux. Fabienne, potentiellement, est-ce que tu peux nous raconter un peu Kids Again? Oui, bien sûr. Non, mais juste revenir un petit peu sur ce qu'a dit Laurent, parce que c'est fondateur pour nous, pour Kids Again, en fait. Quand on a quitté nos entreprises respectives, on s'est dit, est-ce que c'est pas le moment, en fait, de lancer un truc tous les deux? Tu sais, on a travaillé ensemble pendant un moment, on a fait des projets séparés, et puis là, on se retrouve tous les deux face à face, et on se dit, vas-y, c'est le moment. C'est le moment. Et moi, je vais vous le dire, moi, je crois au karma, je crois au destin, aux petits signes. Vous voyez peut-être pas, mais moi, autour du cou, j'ai un collier avec des trèfles et tout. Tu sais, quand les planètes s'alignent, pour moi, c'est qu'il faut y aller. Il faut arrêter de se poser des questions. Ouais. Et il y a eu une journée comme ça où, pour les Chatons d'Or, j'étais venue chez Josiane pour tourner une vidéo, etc. J'avais pas vu Laurent depuis un moment. On se connaissait de pub, quoi. En fait, on avait fait des soirées stratégie ensemble. Enfin bref, on s'était déjà croisés par le passé plusieurs fois. Et là, on se croise. Ah, mais comment tu vas et tout. Et il me dit, qu'est-ce que tu deviens, Fabienne? Et je lui dis, écoute, avec Damien, là, ça y est, on va se lancer. Je pense que là, on va lancer notre boîte. Il fait, ah, mais attends, faut qu'on boive un café, faut qu'on parle. Je dis, mais qu'est-ce qu'il va me raconter? Et là, on s'est posé. Il nous raconte The Non-Conformist Network, tu vois. Et là, pour Damien et moi, on s'est regardé, on s'est dit, c'est exactement la philosophie qu'on a envie de suivre. Nous, on a plein d'idées, on a déjà un peu le format de ce qu'on veut créer. On sent qu'on a besoin aussi d'être entouré parce que, moi, par exemple, j'aime pas trop le freelance. J'ai déjà fait du freelance par le passé et vraiment de me retrouver toute seule et tout, je trouve ça terrible. Je me dis, j'ai besoin de moi, j'ai bien du collectif, j'ai besoin des gens, etc. autour de moi. Et je me dis, lancer une boîte à deux, avec Damien, c'est formidable, mais lancer une boîte dans un groupe et d'être un peu soutenu, d'avoir coach Laurent avec nous, non mais coach Laurent, on dirait Pascal le grand frère. Coach Laurent. Non mais voilà, c'est juste pour dire que j'ai tout de suite vu philosophiquement que c'était aligné et j'ai compris qu'il y avait un intérêt de réfléchir à un groupe d'une autre manière. Ce point, il est assez fondamental parce qu'avec 15 ans d'expérience en fait, dans la pub MarketCom, on a pu nous développer des visions et je pense des visions qui ont grandi et qui se sont affirmées avec le temps jusqu'au point justement de se dire ces visions, elles peuvent plus coexister dans une boîte qui ne nous appartient pas. Parce que, comme le disait Fabienne tout à l'heure, on a fait partie des boards, etc. Et en fait, tu es un invité dans la maison de quelqu'un. Et en réalité, à un moment, on a senti cette volonté de se dire il faut y aller, en fait. Il faut qu'on ait quelque chose qui nous appartienne parce que cette vision-là, on ne peut pas faire de concession dessus. Et ce qui est assez génial, et tout à l'heure, on parlait de chance, là, en réalité, quand on a rencontré Laurent, le non-conformisme, ça collait mais vraiment à 100% avec la vision que nous, qu'on a développée au fur et à mesure, donc Kids Again. Kids Again, c'est né d'une volonté de, nous on aime bien dire zig when the other zag. Zig when the other zag, c'est quand en gros tu prends le contre-pied, le contresens, tu vas dans une direction contraire de ce que tout le monde fait. Ouais. Ça nous a, en fait, c'est marrant parce que cette vision-là, en fait, elle s'est développée au fur et à mesure des activations, des prises de parole qu'on a fait pour les marques, pour Netflix, PlayStation, Spotify, etc. Et à chaque fois, c'était une stratégie payante. Donc, on a pu la construire au fur et à mesure et on a pu poser des mots finalement sur les actions qu'on avait réussi à mettre en place. Et cette philosophie-là, cette, on va dire, possibilité de questionner perpétuellement le statu quo, de se dire si les choses sont faites de telle façon, on peut quand même les questionner. C'est peut-être pas la meilleure façon de le faire. Peut-être qu'il y a d'autres façons de le faire. Peut-être qu'en fait, etc., etc. Et ça, c'est le non-conformisme.
Et ça, c'est ce qui nous a réellement réunis. Et c'est là que la vraie discussion elle a commencé. Une fois qu'on s'est aligné sur le non-conformisme, il a fallu trouver un nom. Donc Kids Again, je pense que c'est assez logique, c'est assez légitime, c'est assez transparent. Oui, c'est vrai que dans Kids Again, il y a vraiment, nous, une volonté de se dire, en fait, comment les kids, tu vois, ils voient le monde, ils ont un regard qui est dans la spontanéité, dans l'honnêteté, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de bullshit, et ce truc-là d'hyper spontané, hyper vrai, hyper juste, on trouve ça hyper frais. Tu vois, il y a un truc de fraîcheur vachement bien. Et donc, on avait envie, nous, d'avoir ce... C'est pour ça que ce nom, pour nous, il résonne beaucoup là-dessus. Il y a toutes ces notions-là. Je t'ai parlé de spontanéité, d'honnêteté, de transparence. C'est vraiment très fort pour nous. Et on a l'impression que c'est comme ça, en fait, aujourd'hui, que les marques devraient s'exprimer. Tu vois, il y a ce truc. Laurent disait faire preuve de lucidité, par exemple. On a l'impression de dire aux marques, en fait, revenons à quelque chose qui est très vrai, très juste, très honnête, très spontané aussi, et faisons des choses avec. Et la spontanéité, en fait, on a l'impression que c'est un terme... que tout le monde connaît, tout le monde a, mais il y a des gens qui ont peur d'y aller ou qui parfois l'ont un peu réfréné. Et nous, on a envie de dire, reprenez ces yeux d'enfant, en fait, revenez dans ce truc-là qui est, allez, on y va, on va faire des trucs cool. Et franchement, pour le coup, quand on y croit, quand on est honnête et qu'on va au bout de la démarche et de l'aventure, les gens suivent. Et c'est ça qu'on a envie de dire avec Kids Again. Mais en fait, c'est d'autant plus important que notre secteur, notre terrain de jeu à nous, c'est le social. Et que le social, en réalité, aujourd'hui, il est devenu quand même un peu triste, quoi. Et c'est un des constats qui nous a mené en fait à lancer Kids Again, c'est de se dire, nous on est des gros consommateurs de social. Moi je me lève le matin avec TikTok, Insta, Discord, je finis sur Reddit beaucoup trop tard. Non mais tu vois, je surkiffe ça. Et en fait, ça me rend hyper triste de voir des marques arriver sur mon terrain, tu vois, moi en tant que consommateur de contenu, sur mon terrain en fait avec des discours qui sont pas les discours de ces réseaux, qui sont pas les discours de ces terrains-là. Et ça en fait, c'est un constat qu'on a fait très rapidement. Et où on s'est rendu compte que les marques, elles considéraient en fait le social et les espaces sociaux comme des canaux de diffusion. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. On est dans des espaces communautaires, des espaces de conversation, des espaces de tension culturelle, des espaces de privés en fait qui appartiennent aux gens. Et ça, en fait, Kids Again, c'est remettre ça en fait. Tu vois, l'église au centre du village, c'est au centre de l'image, c'est clé pour les marques de comprendre qu'elles sont tolérées, elles sont invitées sur un espace qui ne leur appartient pas, sur lequel il y a un potentiel énorme à partir du moment où tu fais preuve de spontanéité et d'honnêteté avec toi. C'est-à-dire que ta marque, elle joue un rôle dans la vie des gens. Elle joue un rôle dans la culture. Elle peut impacter. Et ça, c'est le rôle de Kids Again, de faire en sorte que les marques se regardent pour se rendre compte de l'impact qu'elles peuvent avoir réel et pas un impact, en fait, tu sais, qui est trop intellectualisé, trop loin, à base de trop de réunions où à la fin, tu publies un truc. C'est génial pour la marque, hein, mais les gens, ça ne les touche pas. C'est pas authentique. Non. Pour que les gens se figurent bien, tu vois, il y aura certainement des gens qui sont à l'aise avec le créa, etc., qui nous regardent, mais pour les gens qui ne connaissent pas, on parlait de social, etc., pour illustrer un petit peu ce que c'est du social, vous avez peut-être une campagne que vous avez fait tous les deux, tu as parlé de Netflix ou autre dont vous pouvez parler, comme ça, moins les gens se figurent étape par étape comment ça se fait. Touloum. Me donner plusieurs exemples, ouais. Oui, il y a plusieurs exemples. Non, mais en fait, déjà, quand on dit le social, ouais. on parle du social média. Voilà, ouais. Voilà, on dit le social, même si vous voulez l'accent. Comment voilà. Alors, le social, en fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est que c'est pas juste un post. Le social, c'est tout. En fait, c'est les conversations. En fait, quand tu es une marque, tu fais une opération et tu crées des conversations, c'est ça le social. C'est ça le social média. Donc, ça veut dire que quand tu prends la parole en tant que marque, tu fais un film, tu fais un stunt, ce que tu veux, ça va atterrir sur des plateformes sociales et c'est la conversation que tu vas créer qui est pour nous tout le social média. Donc nous, c'est ça un peu qu'on voulait dire, c'est que des fois, on pourrait se dire « Ah mais non, mais là, le client, il veut juste une affiche… pas besoin de réflexion sociale. » C'est faux, le social c'est partout. Si ton affiche ne fait pas parler, ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça aussi, c'est vraiment garder ça en tête. Et dans les opérations qu'on a faites pour un peu illustrer ça, il y en a une moi que j'aime particulièrement. En plus, c'était à l'époque de Derwin quand on travaillait pour Netflix. Je l'ai fait avec des créatifs qui sont super en plus, donc c'est important. Boris et Thomas, si vous m'écoutez. En fait, c'est une opération pour Lupin, donc la série de Netflix quand elle est arrivée en France, donc pas du tout connue. L'acteur principal était très connu, c'était Omar Sy. Et en fait, on nous a demandé comment faire la promotion de cette série qui est encore inconnue aujourd'hui, mais qui a quelque chose un peu de vrai et qui ressort un
petit peu, c'est cette phrase qu'on entendait dans les trailers et tout, qui était « Vous m'avez vu, mais vous ne m'avez pas regardé ». C'est vraiment la phrase de Lupin, parce que Lupin, en fait, c'est Arsène Lupin, c'est un voleur. Il arrive à passer... C'est très d'actualité avec le vol du Louvre. Oui, avec le vol du Louvre. Il arrive à passer à ce... Et voilà, En fait, c'est eux deux. non. Mais attends, mais par contre, je te Oui. laisserai finir après, mais si vous me dites que c'est ce dont je pense, les posts que j'ai vus là il y a quelques temps et tout, et que c'est vous qui êtes derrière, je trouve ça Non, fou. non, c'est il y a quelques années. Ouais. C'était Non, lui. mais justement, quand je dis il y a quelques temps, c'est il y a quelques Oui. années, parce que, bah, évidemment, ça fait longtemps que je Bah, fais ça, vas-y. mais- Oui, bah, je finis. Alors, je vais raconter rapidement. Et du coup, vous m'avez vu, vous m'avez pas regardé. Il arrive à se grimer en des personnes qu'on ne voit pas, qu'on ne soupçonne pas, pour pouvoir dérober des bijoux, etc. C'est un peu le pitch de la série. Et nous, on a proposé à Netflix quelque chose d'incroyable. On s'est dit, en fait, on va transcrire cette phrase en opération créative, en stunt. C'est Omar Sy qui va lui-même coller ses affiches dans le métro. Et donc, il est habillé en colleur du métro. Ok, donc c'est ce que je crois. Donc, Omar a été d'accord, hein, je l'appelle Omar évidemment. Omar a été d'accord et donc on a réussi donc avec tout un système de caméras cachées dans le métro, avec bien sûr l'accord du métro, à le faire lui-même coller ses affiches. Donc c'était un post-Covid, il avait un masque, ce qui a aidé, mais quand même il est très grand, il est très reconnaissable Omar, et puis il a enlevé son masque pour boire de l'eau et vraiment les gens ne l'ont pas reconnu. Ça crée du coup une séquence, un 60 secondes Hero qu'on a pu poster sur YouTube et qu'Omar a reposté. Et ça a créé une discussion, donc les fameuses conversations dont je te parlais. Donc c'est une vidéo YouTube, on pourrait dire, voilà. En fait, évidemment, postée par Omar, repostée par Netflix, tout le monde qui s'en Ouais, empare. les relais médias et tout aussi. On a eu, mais c'est du earn là, tu vois. C'est vraiment purement de la conversion qui a été créée, qui a été reprise jusqu'en Amérique du Sud. On avait des gens qui commentaient. Donc c'est là où on se rend compte qu'il y a une vraie puissance. Mais pas que. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Et je pense que Damien, c'est là où on n'arrête pas de se parler de ça, de se dire on touche une tension aussi sociétale. Et c'est ce qui amplifie encore plus les conversations. C'est que cette discussion sur les invisibles, donc ceux qui collent les affiches dans les rues, on les voit mais on ne les regarde pas, et bien en fait ça crée un écho encore plus fort sociétal à cette idée qui aurait pu rester une idée très dans l'entertainment, mais il y a eu des radios, des plateaux sur RTL et que sais-je qui parlaient, oui c'est vrai, ce sujet des invisibles, parlons-en ensemble, vous avez vu cette opération avec Omar Sy, les personnes qu'on ne regarde plus, et ça a créé une autre dimension à l'idée qui est assez incroyable, et c'est ça qu'on aime bien faire aussi et qu'on va faire de plus en plus avec Kids Again, c'est dire, il y a un sujet qui est une pièce d'entertainment, qui est un sujet de marque, etc. Si on le fait résonner avec un vrai sujet de société, qui est une vraie conversation dont les gens s'en emparent, ça va créer quelque chose qui, pour le coup, va être beaucoup plus gros qu'initialement prévu et sortir un peu du cadre d'une conversation classique sur une communauté. Dingue. Ouais, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, en fait, à la fin, les marques, elles ont la possibilité d'impacter la culture, parce qu'elles composent le paysage, notre paysage de contenu, notre paysage culturel, pop culturel, sociétal, etc. Et en fait, la capacité de mettre les marques face à ces responsabilités et face à cet impact qu'ils peuvent générer, c'est ce qu'on a fait récemment avec Chance, une opération justement avec le groupe Vous TLCN étiez et Josiane. tous ensemble? Ok. Ouais, tous ensemble. Ouais, en vrai, c'est notre C'est première OP. la première OP Que j'ai qu'on vu a fait passer, ensemble. et que je Ouais. trouve, vraiment Mais, cool. mais tu sais, il y a cette démarche derrière. Donc Chance, peut-être qu'on peut dire rapidement ce qu'on a fait, mais donc Chance, c'est un organisme qui fait des bilans de compétences, mais pas que, qui t'aide vraiment dans ta carrière. Et donc à l'occasion du micmac qui s'est passé entre François Bayrou, démission, pas démission, vote à l'Assemblée nationale, etc. Et nous, on est passé avec un camion Chance qui s'est posé devant l'Assemblée nationale et qui disait « François, il est peut-être temps de trouver un job qui vous aime en retour ». Et c'était le jour, en fait, Code où il promo était censé... François 10. Mais tu sais, ce qui est hyper intéressant, c'est que sur le papier, tu es sur un organisme, Chance, bilan de compétences, et tu te dis à un moment, ils ont cette opportunité de se dire que là, François Bayrou, qui va potentiellement démissionner, va devoir retrouver un job, même si je m'en fais pas trop pour lui, mais en réalité, il y a quelque chose qui touche les Français dans leur quotidien. Et d'autant plus que, et c'est en vrai ce qui nous a vachement intéressés, c'est un sujet qui est toujours traité de façon quand même... franchement, c'est démoralisant ce qui se passe. La situation, elle est catastrophique. Donc qu'une marque arrive, remette un petit peu de légèreté en fait, sur ce sujet-là, pour qu'une fois ce sujet d'actualité soit traité d'une façon un petit peu différente, et ben c'était bingo. Et en fait, ça a permis de positionner la marque, en vrai, Chance hyper intéressant, sur ce sujet, hyper légitime. Incroyable. Et puis quand Sébastien a démissionné, c'était facile, on avait juste Ouais, à voir. on a barré le François, on a mis Sébastien. Et si tu trouvais un job qui t'aime. Non, en vrai, c'est ce qui était génial, et c'est le courage des équipes Chance, et c'est aussi cette spontanéité, parce que c'est pour ça qu'on parlait d'agilité tout à l'heure. Une opportunité comme celle-ci, quand elle se présente, il faut être capable de la saisir. Si en fait, tu as un niveau plus 1, plus 2, plus 3, un conseil d'administration, 3 semaines de validation, une campagne de tu loupes le jour, pré-test, c'est fini. c'est terminé. Mais en vrai, fait. on a eu l'idée le lundi.
on l'a pitché le mercredi, on leur disait à 18h, il faut qu'on ait validé, et le lundi matin, jour du vote de confiance, il y avait le camion à 9h devant l'Assemblée. Très très vite. Donc ça a été très très vite. Et cette spontanéité, on l'a vécu ensemble. Et en vrai, le positionnement de Kids Again, je pense qu'il était là, il infusait dans ce qu'on a réussi à créer ensemble avant même de officiellement lancer Kids Again. Quoi. Et puis, si on peut dire, c'était une chance aussi, je pense que cette boîte vous fasse confiance, parce que je veux dire, c'est aussi eux de leur côté se dire ok, j'ai pas le temps de réfléchir, est-ce que l'idée elle me plaît vraiment, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, etc. Ils ont fait une vraie confiance, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'instinct et du professionnalisme aussi des personnes qu'on a en face de nous. Moi, ce que j'aime chez les annonceurs, c'est les personnes qui sont réellement engagées dans la marque. Parce que, en fait, quand tu connais bien ta marque, quand tu sais ce qui performe sur ton audience, quand on te propose une opportunité de la sorte, en fait, tu peux être capable de démarrer très très vite parce que tu sais instinctivement. Alors, effectivement, tu n'as peut-être pas le temps de rationaliser, post-rationaliser et être complètement rassuré. Donc, il y a forcément une prise de risque qui est plus grande que quand tu prépares une campagne plutôt classique pendant 6 mois. Mais en réalité, derrière, sur ces formats qui sont du coup très earned media, c'est-à-dire que tu dépasses en réalité l'investissement initial, en fait, c'est gagnant. Tu flippes le coin, mais ce n'est pas une chance sur deux. Quand on propose ce genre d'opération, derrière, c'est très, très, très souvent ultra gagnant pour la marque. S'il y a la bonne idée. J'ai dit quand on propose. Quand on le propose, généralement, c'est qu'on s'assure d'avoir une bonne idée. Tous les deux, je vous ai laissé l'opportunité donc, d'aller parler de Netflix, etc. Laurent, est-ce que toi, il y a potentiellement une action, un truc dont tu veux nous parler pour... Ça va être assez évident. Il y a un truc qui nous est un peu tombé sur le coin du nez. Alors, en vrai, c'est pas tombé sur le coin de notre nez parce qu'on l'a créé et en vrai, c'est tout ce qu'on fait depuis toutes les transformations de Josiane qu'on a fait depuis 3-4 ans, restructuré, vraiment densifié, etc. Et ce non-conformisme. Et il y a une campagne qui un peu nous a mis sur le toit du monde et c'est vrai que c'était assez extraordinaire, en gros qui a fait qu'on a gagné un Lion d'Or à Cannes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les Cannes Lions tous les ans depuis je sais pas 80 ans je crois, c'est 17 000 personnes qui viennent de partout dans le monde. Le festival de la pub. C'est le festival de la pub qui est même plus gros que le festival du cinéma et où il y a 26 000 campagnes qui sont envoyées, donc déjà c'est que les meilleures et sur celle-là il doit y avoir quelques centaines qui reçoivent un lion d'or, d'argent, de bronze et nous on a gagné le lion d'or dans la catégorie reine qui est la catégorie film avec une campagne pour l'association Valentin AUI qui est une campagne très non conformiste parce que c'est les associations soit elles font pleurer, soit elles te culpabilisent, tu vois. Et là, on a fait un objet, mais complètement absurde, gore, bizarre, chelou, intelligent, drôle, tout ça en même temps. OVNI. OVNI. Bien joué. Elle est belle. Si tu veux un communicant, tu n'hésites pas. Je n'hésiterai pas. Et en fait, et l'histoire de cette campagne, elle est assez folle parce que c'est l'association qui vient nous voir il y a à peu près 1 an et qui nous dit faut faire parler de nous. On n'est pas connus alors qu'ils sont gros. Ils s'occupent des aveugles et malvoyants. Et en vrai, il n'y a pas de brief à part faire parler de nous. Et là, il y a eu un vrai travail stratégique à l'agence. Petit bonjour à Evelyne qui a été chercher le fait qu'il y avait une loi qui était absurde. Et ça, il fallait le voir, tu vois. Qui était absurde, une loi qui dit qu'après 60 ans, si tu perds la vue, tu n'as pas d'aide. Beaucoup moins que si tu perds la vue à 59 ans et 360 jours. Et donc l'idée, elle était là. Cette loi absurde, on en a fait une campagne absurde. Le brief créatif, c'était dépêchez-vous de perdre la vue. Et là, les créatifs ont évidemment travaillé des pistes, etc. Et il y a un ovni, clairement, qui est arrivé sur la table et que le client a acheté tout de suite. Franchement, c'était pas à gagner d'avance parce qu'il fallait être très courageux pour acheter une piste comme ça. Et c'était chaud, vraiment, c'était chaud d'acheter un truc comme ça, de valider un truc comme ça. En gros, où c'est un anniversaire d'une personne de 59 ans qui reçoit un coup de fil, si vous perdez la vue après 59 ans, blabla. Et tout le monde se perce les yeux. Tout le monde se part en folie, genre comédie dramatique, film gore complètement chelou. Et tout le monde court partout et se perce les yeux pour ne pas tomber sous le coup de la loi quelques jours plus tard, pour ceux qui avaient plus de 60 ans, quelques jours plus tard. Et le truc devient un ovni, devient cette campagne qui fait beaucoup parler d'elle, et quelques mois après, nous fait gagner la Coupe du Monde, quoi. Et ça, c'est ouf, parce que nous, on est une agence indépendante, on est, tu vois, c'était la première fois qu'on envoyait un truc à Cannes,
Et on se disait, bah ouais, pas pour nous, tu vois. Mais on s'est dit, si ça prend pas, bah ça prendra jamais en fait. Parce que ce truc est à la fois brillant, et je peux le dire parce que c'est pas moi qui ai eu l'idée. J'ai juste créé les conditions pour qu'on ait cette idée et qui a vraiment marché en plus. Et donc, gagner ce truc-là, ça, je pense, dit quelque chose qui nous dépasse, c'est-à-dire que ça a dit que c'était possible. Peu importe qui tu es, même si tu es 40 personnes dans le 9e, eh ben, tu peux rivaliser avec des groupes de 80 000 personnes et aller gagner parce que ce n'est que finalement la guerre des idées. Et si tu as la bonne idée au bon moment et que tu l'exécutes de la bonne façon, bah, ça peut gagner. Et donc, ce plafond de verre qu'on se met tous au-dessus de nous, mais tous personnellement, mais aussi au-dessus de notre boîte, que ce soit Josiane ou Kids Again, bah, en fait, là, on l'a explosé en quelques minutes, tu vois. Et puis bah, maintenant, voilà. Et j'ai envie de dire, là, on pourrait dire, bah, tiens, c'est quoi le truc d'après ? Franchement, on est hyper serein là-dessus. On est hyper serein parce qu'on a plus ce plafond de verre. Est-ce qu'on gagnera l'année prochaine ? Je sais pas, on s'en fout en fait, tu vois. Mais on fera tout pour faire des choses qui sont à ce niveau-là. Et donc, le niveau va automatiquement monter. Et donc, finalement, tout suit derrière. Les clients, ils suivent. Le business, il suit. Alors que le business, il est morose, on va dire, dans la com. Bah, nous, on vient un peu un truc inverse, quoi. C'est-à-dire qu'on nous appelle et donc, ce mojo qu'on a, et bah, il entraîne tout. Et cet effet d'entraînement, bah, on l'a sur le groupe également, on l'a avec Kids Again. Et il y a cette dynamique, cette roue qui roule, qui crée, voilà, qui crée quelque chose, quoi. Voilà, il y a une âme et il y a du mouvement. Et ça, bah, je pense que ça suffit pour qu'un projet il fonctionne, quoi. Tu parlais tout à l'heure aussi dans le groupe, donc une agence média et une agence brand. Ça se passe comment pour l'instant ? Il y a d'autres gens sur le projet ou c'est vous qui avez... En gros, c'est 2 ou 3 associés par structure. Donc on y va petit à petit. Là déjà, on travaille sur Kids Again et on se concentre. Et on travaille vraiment à faire en sorte que les deux, entre Josiane et Kids Again, bossent bien ensemble. Donc là, il y a des sujets purs Kids Again. Il y a des sujets... Josiane continue sa route. Et puis, on a des sujets ensemble. Et puis, en plus, ce qui est cool, c'est que c'est des sujets qui sont même parfois un peu plus gros. Ça, c'est des sujets qu'ils n'auraient jamais vus aussi tôt dans la création d'une entreprise. Et où, voilà, faut passer la marche, quoi. Et ça, c'est hyper excitant, à la fois pour nous et pour eux. Et puis après, le média, en vrai, on n'a pas annoncé encore le setup. Mais on annonce déjà l'agence média parce qu'en fait, elle tourne déjà. Parce que cette convergence créa-média, ça fait des années qu'on la bosse avec des agences médias partenaires. Et là, on s'est dit, mais à un moment, il faut y aller, quoi. Faut qu'on ait dans nos murs des gens qui pensent tuyau, qui pensent data, qui pensent ciblage, qui pensent comment j'amène mon message qui est cool, mes idées qui sont parfois non conformistes, parfois absurdes, parfois drôles, parfois qui font pleurer, à la bonne personne. Et en fait, on n'avait qu'un bout de l'équation si on n'osait pas ça. Donc pour moi, l'agence média, c'est hyper important. C'est le cœur c'est un cœur du réacteur parce que c'est le tuyau, quoi. Donc la suite au prochain épisode sur l'agence média, mais elle s'appelle Contrôle M. Et son combat, c'est celui de l'attention. Donc la signature, c'est Straight to Attention. C'est un truc, c'est l'idée de se dire, on va remettre du pragmatisme. En fait, tout est hyper cohérent. Tout comme Kids Again a son approche du non-conformisme, par la spontanéité, en dépassant ces filtres qu'on s'est tous créés. Et ben, l'agence média, elle veut se concentrer sur l'attention, qui est le combat qui est le vrai combat au final, parce que avec l'IA, avec la démultiplication des contenus, il y a tellement de marques qui veulent prendre la parole, il y a un bordel informationnel, soyons clairs, qui a besoin de recréer de l'émergence, qui a besoin de recréer de l'attention. Et ça passe par les idées, mais ça passe aussi par comment on les transporte. Donc ça, c'est le combat, celui de l'attention, ça va être le combat de Contrôle M. Et on gagne déjà des clients, et ça c'est cool, parce qu'on gagne des clients qui nous font confiance sur l'ensemble, sur la créa, sur le social et sur le média. Quand tu dis gagner, on parle bien d'appel d'offres. D'appel d'offres ou pas, parce qu'on gagne pas mal de clients sans appel d'offres. Okay. Et ça c'est hyper cool, parce que les clients, ils ont envie, je pense, ils arrivent à un moment où ils ont envie de retrouver une forme de simplicité, une forme de pragmatisme dans leur relation avec leur agence. Et donc, il y a des clients qui viennent nous voir, qui nous disent « Non, mais nous, on a envie de bosser avec vous, quoi. »
Et ce qui fait que des fois, on n'a pas à faire de compète. Alors, on a des process qui permettent de rassurer tout le monde, etc. Mais c'est hyper cool parce qu'on a créé un truc où on vend rien, nous. On vient à nous et ça se fait naturellement parce qu'il y a une envie commune de créer quelque chose qui va dans la même direction. Donc, et ça, cette convergence, la créa, le social, le média, puis la brand dans un peu plus tard, mais disons déjà ce triptyque, c'est la clé de voûte d'être capable d'accompagner le plus globalement possible une marque en étant structuré, dense, avec des bonnes idées et pour aller de A à Z, quoi. On va arriver sur la fin de l'émission. Avant ça, il y a juste un petit sujet. J'aime bien, avec les invités, aborder aussi la vie du secteur, sans même parler de vous-même. Moi, il y a un sujet qui me tient un peu à cœur, en sachant que je sors d'études, que j'ai encore plein d'amis qui sont dans les études. Et même au moment où vous étiez encore en études, tu en as parlé un petit peu, qu'il y avait une vraie tension au niveau des stagiaires, etc. Est-ce que vous auriez un conseil pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans la com, qui veulent devenir créa? Je vois déjà des petits sourires. mais tu vois, j'entends souvent la phrase « la com c'est bouché, il faut pas y aller ». Malgré tout, il y a quand même des gens qui y vont et qui sont très bons. Comment est-ce qu'on se prépare à ça? Comment est-ce qu'on fait du mieux pour y aller de la meilleure des manières? Tu peux y aller, Damien, par exemple. Moi, je me suis rendu compte d'un truc beaucoup trop tard et j'aurais adoré qu'on me le dise quand j'étais jeune. Je suis toujours jeune. En fait, le monde t'appartient. En fait, aujourd'hui, si tu veux, les générations qui sont déjà installées, elles ont besoin de fraîcheur. Tu vois, les mecs qui ont 40, 45 balais, 50, plus, tu vois. C'est-à-dire que toi, ton point de vue, en fait, sur le contenu, sur les réseaux, sur les trends, sur les personnes, sur tout ce paysage, finalement, qui t'appartient, qui fait partie, en fait, de ton quotidien, eux, connaissent pas, comprennent pas. Donc, en fait, tu as une capacité d'insight, tu as une capacité en fait de fraîcheur et tu as une capacité de ramener en fait des arguments qui vont dans ton sens qui est très 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 fort et que eux n'auront jamais. Et si tu prends conscience de ce truc-là, en fait, tu es inarrêtable. Et j'en discutais encore la semaine dernière avec un profil assez jeune qui est en alternance en agence et qui me disait mais c'est hyper dur, ils sont hyper bons, etc., etc. Mais en fait, les profils vraiment qu'elle regardait, c'est des profils qui n'ont aucune connaissance TikTok, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne l'ont jamais ouvert. Donc ça, en fait, je pense qu'une fois que tu prends conscience de la valeur ajoutée que tu as et de la fraîcheur que tu peux avoir avec tes propres usages, parce que tu considères ça comme un truc lambda, mais en fait, c'est une vraie valeur ajoutée, incroyable. Fabienne. Ouais, moi je trouve que franchement, c'est un métier passion quand même d'être créatif en publicité. Ça a perdu un peu de ses lettres de noblesse. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on regarde un peu ça d'un œil, oui, est-ce que je vais me lancer ou pas? On sent que ça attire moins. Moi, j'ai envie de redonner de la force à ce métier parce qu'il est vraiment, franchement, c'est vraiment cool. Et de dire effectivement à la jeune génération, en plus très créative, on voit, c'est incroyable d'arriver à rentrer dans ce métier-là avec toute cette motivation et cette force qu'ils ont. Moi, je rejoins vachement Damien. En fait, on croise beaucoup d'étudiants en publicité, dans des interventions, des écoles, etc. Et souvent, ils veulent nous montrer leur dos. Moi, je suis absolument d'accord. Et je vois des affiches, je vois des scénarios de films, et parfois c'est tout. Mais j'ai envie de leur dire, mais attendez, là t'as 20 ans, tu vas faire la compétition avec des gars qui ont 40 ans de carrière et qui ont exactement des prints et des films dans leur truc, mais qui ont 40 ans de carrière, donc forcément qui vont être beaucoup beaucoup plus pertinents que toi. Alors que toi, tu pourrais aller sur tous les nouveaux terrains de jeu qu'on n'exploite pas trop encore. Donc moi, je les pousse à chaque fois à dire, en fait, film print, c'est bien d'en avoir un peu parce que c'est cool d'en montrer, mais vas-y, fais une OP sur TikTok, vas-y, montre en fait, genre en termes d'intelligence artificielle, t'es où, tu doses comment. Et je trouve que c'est hyper important d'aller sur les plateformes sur lesquelles ils sont, parce qu'aujourd'hui, nous, je pense qu'on a, et de tout temps, on a énormément de briefs qui tombent, qui sont souvent aller essayer de convaincre la Gen Z. La Gen Z est un peu les millennials, mais surtout la Gen Z. Et si tu n'as que des gens de 40 ans autour d'une table qui se parlent, ça ne marchera pas, quoi. Donc c'est pour ça, moi je pense que vraiment la jeunesse, elle a vraiment et toujours et encore plus aujourd'hui sa place dans les agences de publicité. C'est un métier qui est cool, qui franchement, avec des boîtes qui arrivent à se renouveler, j'espère. Et franchement, on se bat en tout cas nous pour ça. Et les nouvelles générations d'agences, et on en fait partie, de groupes aussi, c'est fait aussi pour accueillir ces nouveaux talents-là. Laurent, quelque chose à ajouter sur la Sortez ChatGPT. Utilisez l'IA pour créer cet avantage concurrentiel entre guillemets que ces nouvelles générations ont parce qu'ils voient le monde différemment et ils sont nés dedans. Mais lisez, allez au cinéma, allez voir, utilisez pour les bonnes choses
mais gardez votre libre arbitre, gardez votre liberté de penser, faites-vous votre propre avis. Moi maintenant, je vais pas faire vieux con, mais ça me fait flipper de me dire, même répondre à ma meuf, ça pourrait être ChatGPT qui le fait. Tu l'as déjà fait ? Ouais, non. Elle va me tuer. Mais donc, voilà, gardez cette spontanéité, justement, on parlait de ça, qui est en vous, et cultivez-la, et c'est ça qui va faire que vous serez différent. Mais par contre, utilisez tout ça à votre bénéfice pour contourner ce qui semble être une montagne. Et oui, non, la com n'est pas bouchée en vrai. Si t'es bon et que t'as envie, tu trouveras comme ça. Il y a de la place. Donc les bons et ceux qui ont envie et ceux qui sont curieux, mais venez, il y a de la place. Super. Eh ben écoutez, on va arriver à la fin de l'émission donc avec le jeu du newbie, donc que je vous ai pitché un peu tout à l'heure. Et non du newbies. Et On pourrait croiser. En l'occurrence, vous Kids Again, c'est tout à fait justifié, mais juste pour que les gens qui arrivent pour la première fois sur une émission comprennent, ça va être des questions très simples, très enfantines, à lesquelles il va falloir répondre de manière très simple aussi, comme si j'étais un ado. Donc des réponses courtes et vraiment pédagogiques. La première, je vais commencer par Laurent, parce que c'est lié intimement à toi. C'est quoi un non-conformiste ? On en a parlé un petit peu, mais de manière très simple. C'est un rebelle qui a dépassé sa phase de rébellion. Ah waouh, elle est belle. Ouais, c'était bossé. Hein. Non, franchement, c'est la première fois que je la sors. Incroyable. Souvent, j'ai des trucs qui reviennent, tu vois. Un rebelle qui a On dépassé la sa note, phase je de t'enverrai rébellion. le truc, tu C'est pourras ça. la réutiliser. Damien, c'est quoi votre travail en vrai ? Faire kiffer les gens et faire en sorte que les marques soient successful. Ok. Fabienne, c'est quoi la différence entre une bonne pub et une belle pub ? Elle est pas bien. Alors pour moi, il n'y a pas de différence. Parce Ok. qu'en fait, on fait pas du beau pour faire du beau, ça n'a aucun sens. Une belle pub doit être bonne parce qu'elle doit servir plein d'objectifs, même si le mot objectif n'est pas forcément pour les adolescents. Mais ouais, je pense que c'est la même chose. Mais parfois, une bonne pub n'est pas forcément belle. C'est sûr que les gens qui se crèvent les yeux, c'est pas forcément le. Tu l'as pas entendu. Moi, j'ai trouvé ça très C'est beau. très graphique. C'est très graphique. Ok, magnifique. Laurent, est-ce que tout le monde peut être non-conformiste ou il faut du courage spécial ? Il faut de la lucidité. Et oui, un peu de courage, mais en fait, dans conformisme, il y a confort. Et il y a confort et misme, c'est-à-dire le mimique, c'est-à-dire l'imitation, le Ouais. même, tu vois, imiter quelqu'un. Et en fait, le confort, c'est tellement confortable. On est tellement bien. Tu sais, c'est ce truc où tu te réveilles au bout de 40 ans, et c'est ce qui a failli m'arriver. Hein. Le centralien qui va chez Total, qui fait 40 ans sur les plateformes pétrolières ou qui dimensionne les poutres. Putain, j'aurais pu me réveiller à 60 ans et me dire putain, mais en fait, j'ai raté ma vie, quoi, en fait. Donc, en fait, ce truc-là, cette étincelle, qu'on n'a pas toujours, tu vois, parce que t'es la tête dans le guidon, faut et se dire, comment je sors de ma situation confortable pour me retrouver finalement. La dernière question, elle va aller un petit peu pour vous deux. Vous aurez le droit à une réponse différente. En l'occurrence, je crois que j'ai compris que vous avez un enfant en bas âge. Donc, si vous pouviez apprendre à un enfant à penser autrement, vous lui diriez quoi, Damien ? Je pense qu'en fait, le non-conformisme n'est pas une fin en soi. Je pense que c'est la capacité à pleinement t'autoriser à être qui tu es et qui tu as envie d'être. Et comment tu veux lui inculquer ça ? En fait, je vais le valoriser et je vais faire en sorte que pas laisser la société trop lui dicter ce qui doit être, pas faire en sorte de trop lui dicter ce qui doit être, pas faire en sorte, tu vois, en réalité, je pense que c'est apprendre à s'écouter et encore une fois, s'autoriser à faire ce qu'on a envie de faire. On est tous, je pense, d'une certaine façon excentriques, tu vois. Genre les gens qui suivent une vie, tu vois, qui est très droite, toute tracée, etc. De base, ça n'existe pas. On a tous tu vois, on est tous différents les uns des autres, quoi. Autorisons-nous juste à être qui on a envie d'être, ce qu'on a envie de faire. Et c'est pas parce qu'on n'est pas censé faire ce truc-là qu'il faut pas le faire. Oui, moi je l'encouragerais à cultiver sa spontanéité, vraiment. Je pense que c'est super important de ne pas s'empêcher de faire des choses, de prendre des risques.
dans la limite du raisonnable évidemment. C'est la maman qui parle. Là. Il va ressortir l'extrait. Mais oui, ça c'est aussi quelque chose qui devrait tous nous guider. On ne devrait pas avoir peur des risques, on devrait les tenter. Et c'est ensuite qu'on fait le point, tu vois. Je pense que vaut mieux demander pardon que la permission en fait en soi. Et j'autoriserai mon fils à faire ça. Bah écoutez, magnifique. On arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup. C'était très agréable d'avoir 3 personnes. Bah, Ça a merci fait à toi. des belles Merci à discussions, toi. plein de bonheur dans votre nouveau projet. Merci. Et à bientôt pour ceux qui nous écoutent.